peuvent apporter un changement, une modification au niveau d'une théorie qui nous servait de base pour expliquer les données. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, vous nous avez dit, tout ce qui varie dans une recherche peut contribuer à produire des changements dans les résultats. Donc, avec une démarche rigoureuse, systématique et des outils très bien raffinés, et on peut obtenir des résultats et que ces résultats-là apportent un changement au niveau de la théorie. Donc, ça, c'est par rapport à la réponse par rapport à la première question. Et donc, la deuxième ici, expliquer comment une variation dans la méthodologie utilisée lors d'une recherche peut affecter les résultats de façon significative. On est déjà en salle. Vous dites? On est déjà retourné. Et Benson, vous êtes à la salle principale. Voilà. Donc, par rapport à cette première question, les résultats peuvent, quand il y a une démarche qui est rigoureuse, systématique, et dont des outils et des procédures les plus en plus qui sont raffinés, avec un problème bien défini et une méthodologie, des outils bien conduits, on peut obtenir des résultats et des résultats qui peuvent apporter un changement au niveau d'une théorie qui a été longtemps élaborée. Donc, c'est ce qu'on avait vu déjà la semaine passée avec la méthode cartésienne. Donc, la théorie peut être dépassée par rapport à des nouveaux résultats qui sont déjà là et qui influencent la théorie. Et redéfinir aussi la théorie et même les concepts. Donc, c'est cela, en fait, le résultat scientifique. Donc, par rapport à cette première question, moi, c'est cette idée que le groupe a eu comme réponse. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des participants qui étaient dans le groupe 2, donc qui veulent dire quelque chose? En effet, je peux donner une idée, essayer d'expliquer comment une variation de la méthodologie utilisée lors d'une recherche peut affecter les résultats de façon significative. Prenons l'exemple d'une recherche faite dans les années précédentes avec une nouvelle recette de recherche avec de nouvelles moyens et autres. Donc, avoir changer totalement les résultats vu que la technologie a avancé, on peut trouver beaucoup plus de matériaux pour pouvoir élaborer notre résultat. Donc, bien sûr que oui, nous approuvons qu'une variation, si on change les méthodes, on ajoute de nouvelles structures, donc ça va changer les résultats. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des personnes qui ont travaillé sur la troisième question? Bien que j'étais en toi aussi, oui, parce que ça ne passait pas. Pourquoi est-ce avantageux pour les membres de profession de s'inspirer des résultats de recherche? Bien sûr que oui, c'est très avantageux parce que, voyons voir, en Haïti, donc nous, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir s'instruire intellectuellement, pour pouvoir bien parler, s'orienter, se former, on a besoin de faire des recherches. Donc, tout membre d'une profession quelconque doit s'inspirer des résultats des recherches antécédentes, de ses recherches personnelles, de plusieurs documents, même les livres, les données sur Internet et autres, et sont des résultats d'une recherche approfondie qu'on a approuvée et tant d'autres à l'aide de preuves. C'est très important. Sans des résultats de recherche, sans recherche, donc, nous pensons que
une bonne formation, nous serons un petit peu nuls pour pouvoir bien parler, bien et faire passer ce dont on veut faire savoir. C'est notre avis. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire donc, qu'est-ce qu'il a découvert ou appris particulièrement dans le cadre de cette activité? Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de choses ici. Cette activité. De la première séance jusqu'à la deuxième ici, la semaine passée ici, j'ai beaucoup appris de choses. Je ne peux pas tout dire ce que j'ai appris. J'apprécie quand même, surtout les ressources que vous nous avez données sur Luc et Raymond Kibi. J'ai effectué une lecture sur la première étape. Par rapport à ces ressources fournies aujourd'hui encore, j'ai appris beaucoup de choses ici, surtout sur la définition du problème, la conduite systématique d'une démarche, la construction des outils et des procédures de plus en plus raffinées. Et surtout aux critiques aussi apportées par rapport à mon sujet de recherche. Et donc, au fur et à mesure, je trouve qu'il y a de l'importance de suivre ce cours quand même. Ça apporte il y a des retombées quand même sur moi. J'ai d'autres idées quand même par rapport à la démarche que je vais entreprendre dans mon projet de thèse. D'accord, merci beaucoup. Samson, vous voulez dire quelque chose? Je ne sais pas le nom. Allô? Voilà. Il y a un problème qui persiste. OK. Et merci pour votre participation. Donc, le but de cette activité, c'est pour vous montrer l'importance de tout ce que nous venons d'annoncer ou d'évoquer précédemment, c'est que parlant de la recherche scientifique, donc c'est produire des résultats et les résultats que vous avez produits peuvent modifier des théories qui existaient. Et déjà, c'est pourquoi dans les modules 1, nous avons vu que la science évolue avec son époque. La science évolue avec le temps. Et nous avons illustré cet aspect à l'aide des théories, et que ce soit les paradigmes cartésiens ou systémiques. Et aussi, nous avons vu que toute variation produite dans vos outils de collecte des données, donc entraînera aussi des variations dans les résultats de votre recherche. Même un nouveau concept que vous avez introduit dans vos objectifs, vos questions et votre sujet de recherche, donc ça va avoir de l'incidence sur les résultats de votre recherche. D'accord? Et le but de la recherche aussi, donc nous avons vu l'un des enjeux de la recherche, donc c'est contribuer au développement personnel et des membres d'une communauté ou d'une discipline. Donc c'est par exemple, si je suis directeur d'école et il y a des personnes qui ont effectué des travaux sur la gestion des écoles ou les fonctions, les rôles des directeurs d'école, mais les résultats de ces recherches, donc, ils peuvent me servir à mieux structurer mes démarches en tant que directeur d'école. OK?
En poursuivant, maintenant, quelles sont les principales étapes de la recherche? Nous avons vu, et avec le matériel et des références de secours, manuel de recherche en sciences sociales de Luc et de Raymond. Donc, ces auteurs ont présenté 7 grandes étapes du processus de la recherche scientifique. D'abord, c'est la question des départ. Et après avoir formulé la question des départ, donc nous allons étudier tout ça en détail. Et il faut commencer à explorer sur votre sujet, c'est-à-dire donc soit effectuer des lectures sur le sujet qui vous intéresse ou organiser des entretiens exploratoires avec des professionnels qui évoluent dans ce domaine. Donc, c'est à partir de ces éléments que vous pouvez procéder à la spécification de la problématique de votre recherche. Donc, tous ces éléments, constitue ce qu'on appelle la phase de rupture. Donc, c'est-à-dire, c'est la phase dans laquelle vous allez vraiment faire une rupture entre ce que vous avez constaté comme situation insatisfaisante et aussi vous allez mettre tout ça, vous allez mettre tout ça dans une démarche rigoureuse, comme nous avons vu. Et la deuxième phase, donc, c'est la phase de la construction du modèle d'analyse. Là, nous voyons, c'est ce qu'on appelle l'élaboration de votre cadre de référence. Donc, c'est d'abord partant de la problématique donc, de votre recherche. Donc, vous allez opter pour un modèle d'analyse, un modèle de recherche. Donc, nous allons voir tout ça. Donc, ce modèle peut être, cette phase de construction peut être un cadre de référence théorique ou un cadre de référence conceptuelle. Et cinquième, sixième et septième phase, donc c'est ce qu'on appelle phase de constatation. C'est que vous avez constaté un problème, vous avez formulé votre problématique et repérer les théories qui vous permettent d'aborder tel ou tel sujet, et aussi vous allez élaborer le devis de votre recherche, c'est-à-dire la méthodologie que vous allez utiliser pour recueillir des données sur le terrain et pour établir les liens entre ces données empiriques et les résultats que vous avez mobilisés, les résultats des recherches antérieures que vous avez mobilisés dans votre cadre de référence. Et la 6e étape, donc, c'est l'étape de l'analyse des informations. Donc, le but d'une recherche scientifique, donc, c'est de vulgariser les résultats. Donc, pour vulgariser les résultats de votre étude, donc, il faut procéder à des outils de collecte des données. Après avoir collecté les données, donc, il faut analyser les données et transformer ces données en termes d'éléments de communication ou en termes d'éléments de vulgarisation scientifique. Donc, notez que donc, vous avez, dans la problématique, vous avez spécifié la pertinence de votre travail, mais pour les lecteurs, donc c'est à partir de l'étape 6 et étape 7 qu'il va garder et spécifiquement, est-ce que vous avez les résultats que vous avez mobilisés ou obtenus ont montré réellement la pertinence de votre travail à différents niveaux. Et nous avons vu également, donc, fait de la recherche, c'est de prédire des résultats. Est-ce que, par exemple, les résultats que vous avez prévus, donc, est-ce qu'ils sont en corrélation avec les résultats que vous avez obtenus, soit dans les cadres des références ou dans les résultats issus du terrain. La première étape, donc, c'est la question de départ.
Donc, la question de départ, donc, c'est un cheminement vers une meilleure connaissance du sujet. Et c'est un point de départ provisoire, donc ça vous donne une bonne manière de commencer votre projet de recherche. Donc, ça aussi vous donne la possibilité en tant que chercheur de transformer votre vision, votre projet de recherche sous la forme d'une question de départ, donc qui vous aide à savoir, à élucider et mieux comprendre les fonctions de votre recherche et aussi les enjeux de la question ou du sujet. Et en dernier lieu, la question de départ, donc, c'est un début de réflexion théorique très consistante pour les chercheurs. Quelles sont les caractéristiques de cette question de départ? Donc, c'est d'abord les qualités de clarté, les qualités de faisabilité et les qualités de pertinence. Les qualités de clarté, donc, c'est est-ce que votre question est précise et concise? Est-ce que, par exemple, la façon dont vous avez compris votre question et tout autre collègue étudiant ou tout autre lecteur qui lit votre question et le comprend de la même façon. D'accord? Donc, c'est ça, une question, la clarté et les qualités de clarté. Et maintenant, nous avons deux exemples de questions de départ. Donc, vos commentaires, est-ce que vous jugez que ces questions sont claires? C'est-à-dire précises et concises. Vos commentaires donc sur l'une ou les deux de ces questions. Vous avez la parole maintenant. Je peux parler un peu? Vous m'entendez? Vous avez la parole. Par rapport à ces deux questions, moi, je pense que pour une question de départ, c'est des questions dont on peut apporter des précisions dans la formulation du sujet. La formulation de la question de départ, c'est des questions qui méritent d'être explorées. Donc, au départ, ici, ce ne sont pas des questions qui sont beaucoup plus précises. Parce que quand on prend la première question, on dit quel est l'impact des changements dans l'aménagement de l'espace urbain sur la vie des habitants. C'est une question beaucoup plus qui est générale, qui aborde le problème de manière générale et non de manière particulière ici. Parce que elle aborde la question de l'impact des changements dans l'aménagement de l'espace urbain. Donc, quel est l'impact? Donc, c'est de façon générale et non de façon particulière et beaucoup plus précise. Donc, c'est l'exploration, c'est l'étude exploratoire au départ qui va nous amener à faire des reformulations ici. Quand nous prenons la deuxième question, on dit dans quelle mesure le souci de maintenir l'emploi dans le secteur de la construction explique-t-il la précision d'entreprendre des grands projets de travaux publics destinés non seulement à soutenir ce secteur, mais aussi à diminuer les risques de conflits sociaux? La première question est beaucoup plus précise par rapport à la deuxième question. La deuxième question aborde plusieurs problèmes à la fois. Parce que si nous prenons la deuxième question, dans quelle mesure le souci de maintenir l'emploi dans le secteur de la construction explique? Donc ça, c'est une variable qui explique, donc c'est la première variable, la décision d'entreprendre. Donc il y a une décision d'entreprendre, donc c'est une variable de grands projets et travaux publics destinés non seulement à soutenir ce secteur, mais aussi à diminuer le risque de conflit. Soutenir ce secteur, soutenir le secteur des grands projets, diminuer les risques de conflits sociaux au niveau des grands projets. Donc, il y a plusieurs variables qui sont abordées sur cette deuxième question. Donc, elle est beaucoup plus générale. Elle aborde plusieurs sujets à la fois. Donc, la première est beaucoup plus précise par rapport à la seconde ici. Mais les deux questions ne sont pas beaucoup très précises si on faisait des reformulations. Ici, on doit, les questions méritent d'être reformulées, à mon avis.
D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'il y a un autre participant donc, qui veut dire quelque chose? OK, et merci beaucoup pour votre participation. Donc, effectivement, les questions que nous venons de voir, donc, ce sont des questions générales. Donc, et ces questions ne répondent pas aux critères de la clarté et de la question des dépôts. Premièrement, par rapport à la première question, on parle des changements. Quel type de changement pose-t-on? Et est-ce que c'est, on parle aussi de la vie des habitants. Donc, c'est quoi au juste? Ou s'agit-il de leur vie professionnelle, familiale, sociale ou culturelle? Ou bien est-ce que la personne qui a formulé la question fait allusion avec leur facilité de déplacement? OK, lorsqu'on parle d'aménagement urbain, par exemple. Et est-ce que, par exemple, et lorsqu'on parle de la vie des habitants, c'est plutôt leur disposition psychologique. Donc, automatiquement, qu'il y a tant de questions sur la formulation d'une question de recherche, donc cette question n'est pas précise et concise. Et par rapport à la deuxième question, et c'est une question qui est longue, c'est une question qui est vague, embrouillée, comme vous avez souligné, de plusieurs variables à la fois. À la fois, il aborde les secteurs de construction, les secteurs de l'entrepreneuriat, les secteurs sociaux, etc. Donc, c'est vraiment vaste et donc, il est difficile à cerner exactement ce que les chercheurs visent à comprendre en priorité par rapport à cette question. Donc, c'est pour dire que ces deux questions ne sont pas précises. En bref, donc par rapport aux critères de clarté de la question des déports, il est préférable de formuler la question de déport d'une manière univoque et concise afin qu'elle puisse être comprise sans difficulté et aider son auteur à percevoir clairement l'objectif qu'il poursuit. Exemple des questions claires, quels sont les impacts du leadership de l'enseignant sur la performance des apprenants? Et autre question, l'inégalité des chances en enseignement primaire en Haïti a-t-elle tendance à décroître durant les 10 dernières années? Et la troisième question, la lutte étudiante au Mali n'est-elle qu'une agitation où se manifeste la crise de l'université ou porte-t-elle en elle un mouvement social capable de lutter au nom d'objectifs généraux contre une domination sociale? Donc, ce sont des exemples. Vous voyez que le but de la question des déports, c'est pour explorer, c'est pour définir ou identifier les théories ancrées donc, qui peuvent vous aider à cerner votre sujet de recherche. Deuxième catégorie de critères, ce sont les critères de faisabilité. Les critères de faisabilité portent essentiellement sur le caractère réaliste ou non du travail en question. Et deuxième question qu'il faut poser pour tester la faisabilité de votre travail, est-ce que vous aurez effectivement la capacité de faire tout ce que vous prévoyez? Donc ça, c'est un élément essentiel. Et autre critère de faisabilité, donc c'est par exemple en termes de budget, en termes de temps, en termes de ressources humaines, financières, matérielles et en termes de documentation qui existe sur le sujet. Parfois,
pouvez être passionné d'un sujet intéressant, mais il y a peu de documentation existant sur les sujets. Donc, et vous voyez que l'élaboration du cadre et des références de votre travail est un élément essentiel à prendre en compte. OK, maintenant, vous avez cette question. Et les chefs d'entreprise des différents pays de l'Afrique se font-ils une idée identique de la concurrence économique des États-Unis, de la Chine et du Japon? OK, nous avons cette question. Est-ce que, et à votre avis, cette recherche est faisable? Vos commentaires sur cette question de départ, est-ce que, à votre avis, cette recherche est faisable? Pour moi, vous m'entendez? Oui. Pour moi, cette question, elle ne peut pas, la faisabilité pour un étudiant, même si c'est un doctorant, qui, en fait, il ne peut pas faire cette recherche parce que ça demande des moyens matériels. Pour la faisabilité, elle n'est pas du tout faisable, cette recherche. Les chefs d'entreprise de différents pays d'Afrique se font-ils une idée identique de la concurrence économique des États-Unis, de la Chine et du Japon? Il faut une institution pour faire cette recherche. Il faut une institution et un État qui peut accompagner plusieurs chercheurs qui peuvent réaliser cette recherche de manière collective. Pour un seul, un doctorant, même s'il est accompagné par un État, difficilement il peut faire cette recherche. Donc, pour moi, je vais conclure que cette recherche, la faisabilité, ce n'est pas du tout possible. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre participant qui veut dire quelque chose sur la faisabilité de cette question? Est-ce qu'à votre avis, cette recherche est réaliste? OK, merci et merci pour votre participation. Effectivement, cette recherche n'est pas réaliste pour plusieurs raisons. Premièrement, donc, il faut au moins 2 années complètes pour effectuer cette recherche. Donc, il faut disposer d'un budget de plusieurs centaines, voire des milliers d'euros ou de dollars. Donc, pour effectuer cette recherche, il faut que vous ayez des collaborateurs compétents, efficaces et polyglottes. Et par exemple, quelle population viser? Si vous effectuez cette recherche dans le cadre d'un pays francophone, mais vous optez pour des pays comme la Chine, États-Unis, Japon, etc., est-ce que vous aurez des collaborateurs compétents pour vous aider à réaliser cette étude? Donc, du point de vue de la faisabilité, nous voyons que c'est impossible. Donc, nous autres, dans le cadre de nos projets de recherche, il faut penser à ce critère. Et les qualités de pertinence, donc, c'est est-ce que le registre dans lequel s'inscrit votre recherche, descriptif, explicatif, normatif, prédictif, et est-ce que ça vraiment, est-ce que la question de départ prend en compte cette pertinence? Est-ce que, en bref, est-ce que la question de départ
et embrasse ou englobe, c'est ce qu'on appelle les fonctions de votre recherche. Est-ce que c'est pour décrire, est-ce que c'est pour expliquer, est-ce que c'est pour prédire, ou bien est-ce que c'est pour élaborer des normes à l'égard d'un phénomène? OK, et nous avons cette question. OK, nous avons cette question. Est-ce que, à votre avis, cette question est pertinente? Elle n'est pas pertinente. On ne parle pas ici de pertinence, mais plutôt de fausseté de la question, parce que dans le livre, même dans mes lectures, j'ai rencontré qu'elle est fausse d'ailleurs même. C'est une question qu'on peut considérer comme une question fausse. Donc, dans le passage que j'ai lu sur Raymond Kivi, que cette question est en fait une fausse question, ou en d'autres termes, une affirmation déguisée en question. Il est évident que dans l'esprit de celui qui l'a posé, la réponse est oui ou non, a priori. Il sera d'ailleurs toujours possible d'y répondre par l'affirmative, comme il est également possible de prouver qu'inversement, les travailleurs exploitent les patrons. Il suffit pour cela de sélectionner soigneusement les critères et les données adéquats et de les présenter de la manière qui convient. Donc, c'est dans le passage, lors de ma lecture, c'est ce que j'ai pu noter. D'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres participants? Il y a Natacha, votre micro est ouvert. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Madame Fleurette, vous êtes là maintenant. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur cette question en termes de pertinence? OK. Voilà. Et effectivement, donc cette question n'est pas pertinente et parce que en recherche, il faut éviter ce qu'on appelle les fausses questions, c'est-à-dire des questions donc, qui se posent suivant une affirmation déguisée. Donc, c'est-à-dire, donc, ce sont des questions dont la réponse est évidente, OK? Et par exemple, est-ce que les patrons exploitent les travailleurs? Donc, ça, c'est peut-être une question que les chercheurs, a priori, peut répondre par oui ou par non. Et autre élément important, c'est que lors de la formulation d'une question de recherche, une question de départ, donc, il faut que cette question prenne en considération la problématique sous-jacente soulevée par votre sujet de recherche, soulevée par votre terme de recherche, etc. Donc, c'est extrêmement important de prendre en compte ces éléments. OK, tenons compte de ce que nous venons de voir. Donc, je vais vous envoyer cette deuxième phase de votre devoir. Donc, tout d'abord, vous avez eu la chance d'identifier votre terme de recherche et d'identifier des questions, une question générale, des questions spécifiques et identifier l'approche méthodologique qui paraît plus efficace dans le cadre de votre projet de recherche. Et maintenant, en fonction de ce que nous venons de voir, donc vous allez reformuler vos questions et tester vos questions auprès de votre entourage, et que ce soit des collègues, des amis, des familles, etc. Leur demander de lire vos questions et pour voir est-ce que la façon dont vous comprenez votre question, est-ce que c'est pareil pour eux? Et aussi vérifier est-ce que vos questions sont claires, faisables et pertinentes.
et sinon, reformuler le devoir et aussi questionner votre sujet. Et à travers ces questions, qui, quoi, quand, où, pourquoi, et vous pouvez, pour cette dernière question, vous pouvez utiliser un petit tableau pour spécifier votre sujet. Comme nous avons vu, qui s'est pensé aux acteurs, à la population de votre étude, choix de l'échantillon, quoi c'est et votre sujet, objectif de recherche, question de recherche, quand c'est pensé à la période à laquelle vous comptez mener votre recherche, ou c'est pensé à la délimitation spatio-temporelle de votre projet, etc. Et pourquoi? Donc, c'est penser au constat, à la situation insatisfaisante que vous avez souligné dans votre champ d'études et qui suscite l'intervention ou qu'il a lieu de faire une recherche pour mieux comprendre et évaluer cette situation dite insatisfaisante. Et je vais vous envoyer tout ça, d'accord? Et la deuxième étape, donc, c'est l'étape de l'exploration. Donc, l'étape de l'exploration dans la démarche scientifique, c'est un élément important. Donc, c'est d'abord commencer à la lecture. La lecture, par définition, dans ce contexte, donc, c'est un élément important pour la formation théorique du chercheur. Donc, c'est la lecture sur les domaines dans lesquels vous voulez réaliser votre projet de recherche et vous permet d'approfondir ou de développer votre culture intellectuelle, en d'autres termes, la formation théorique, c'est-à-dire vous aurez la possibilité de prendre en connaissance des différentes théories qui traitent de votre sujet et comment choisir ou organiser vos lectures. Il y a de nombreux principes. Le premier, c'est partir de la question des départ. Donc, c'est un élément important parce que pour ne pas effectuer des recherches ou des lectures qui ne sont pas utiles ou du moins des lectures qui ne sont pas pertinentes. Le deuxième principe, c'est éviter de surcharger votre programme en sélectionnant des lectures qui, à votre avis, pertinentes pour vous aider à mieux comprendre votre objet de recherche. Et le troisième principe, donc, c'est comment rechercher des documents. Il y a différentes sources que vous pouvez consulter, soit des bibliothèques, des revues spécialisées, Caninfo, il y a thèse.fr, par exemple, il y a Google Scholar, il y a erudit.org. Donc, il y a Open Science, HAL Open Science, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments pour sélectionner des documents qui sont pertinents au regard de votre sujet. Quatrième principe, donc, c'est comment recueillir des informations suivant des sources ou des approches diversifiées. Par exemple, vous consultez à la fois des rapports institutionnels. OK? Par exemple, vous effectuez une recherche sur la question des LMD dans le contexte guinéen, mais est-ce que le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, par exemple, a produit des rapports sur ces questions? Est-ce que l'université, par exemple, a des politiques au regard de l'évaluation des étudiants et aussi des rapports de recherche, des rapports de colloques, des journées d'études et qui ont été effectués sur les sujets et aussi des ouvrages, des articles scientifiques, des mémoires ou des thèses qui ont été déjà produits sur les sujets. Donc ça, ce sont des éléments importants et aussi vous pouvez avoir recours à des documentaires donc si c'est nécessaire. Et en bref, donc lorsque vous procédez à la lecture ou à l'exploration de votre sujet, donc il faut respecter
et certains critères comme la lecture doit être liée avec la question des déports et tenir compte de la dimension raisonnable et réaliste de votre programme de lecture et vous focalisez sur des éléments d'analyse et d'interprétation Et par exemple, si vous lisez un article scientifique, donc brièvement, donc il faut et vous rentrez d'abord dans la partie exposant la problématique et voir les théories que l'auteur a mobilisées et voir aussi les résultats, les conclusions, les recommandations et la section portant sur la discussion et la discussion des résultats. Donc ça, ce sont des éléments qui vous permettent de gagner du temps lors de la lecture et des rapports de recherche et collecter vos informations et à travers des approches diversifiées. Et pourquoi faire de la lecture? Donc, la lecture, c'est un élément important pour élaborer les cadres de référence de votre travail. Ce cadre de référence peut être un cadre de référence théorique. Donc, si dans votre travail, vous priorisez les théories plutôt que des concepts, et ça peut être un cadre de référence conceptuel. Donc, si vous comptez mobiliser beaucoup plus de concepts. Mais cependant, dans un travail, vous pouvez faire à la fois un cadre théorique et un cadre conceptuel. Donc, nous allons explorer tout ça et en détail. Donc, le cadre théorique donc, fait référence à 4 pôles importants. Les pôles paradigmatiques, donc c'est-à-dire il faut les paradigmes que vous avez priorisés dans le cadre de votre recherche doivent être clairs. Et le pôle stratégique, est-ce que les théories, les lois que vous avez sélectionnées sont vraiment pertinentes pour vous aider à répondre à la question des recherches et vérifier vos hypothèses et aussi les pôles techniques, donc c'est en termes de méthodologie, en termes des outils de collecte des données, est-ce que les choix des théories que vous allez mobiliser et vous facilitera la tâche. Et aussi, il y a le pôle théorique, donc c'est-à-dire, donc est-ce qu'à la fin de votre travail, à la fin de l'élaboration de votre cadre théorique, est-ce que les lecteurs auront l'occasion de mieux comprendre le champ de votre recherche, de mieux comprendre, par exemple, le champ des mesures et évaluation des apprentissages, le champ de la gestion des établissements scolaires, le champ du leadership pédagogique et le champ de gestion de projets en éducation, etc., etc. Donc, c'est important. Avant même de choisir vos théories, donc il faut penser à ces 4 éléments très importants. Et par définition, donc le cadre de référence théorique, donc il doit faire appel à un cadre de référence théorique plus large, donc c'est comme si vous avez une carte provisoire, donc pour visiter, ou c'est comme si vous avez un Google Maps pour visiter un pays. Par exemple, vous arrivez en Haïti, vous voulez vous diriger à Pétionville, au Cambaret, à Delma, mais c'est à l'aide du Google Maps, donc vous pouvez choisir vos directions. C'est pour dire que dans quelle mesure le cadre de référence théorique constitue la boussole de votre travail et ça propose aux chercheurs de mobiliser les connaissances générales qui ont été produites à l'égard du phénomène étudié et aussi comment
et comment interpréter ces résultats. Les cadres théoriques, donc, son élaboration doit prendre en considération vos questions de recherche, vos objectifs de recherche et qui ont été exposés dans la problématique de votre projet de recherche. Et aussi, il ne faut pas mobiliser des théories pour mobiliser des théories, il faut que ces théories apportent des éléments essentiels pour comprendre votre rapport de recherche, en bref, pour comprendre et pour mieux comprendre votre thèse, votre mémoire, vos rapports de recherche en général. OK, bon, aujourd'hui, donc, nous avons vu ces éléments, donc, les processus de la recherche scientifique. Nous avons vu que, tout d'abord, nous avons procédé à un bilan du module 1, donc, dans lequel nous avons expliqué les fondements et le champ de la recherche, la définition de la science, l'esprit scientifique et ses spécificités, et aussi l'histoire des paradigmes en sciences, et aussi nous avons vu la classification des sciences et les querelles méthodologiques, que ce soit les auteurs qui priorisent plutôt l'approche qualitative et les auteurs qui priorisent plutôt l'approche quantitative dans une démarche scientifique. Et aussi, nous avons vu que vous pouvez opter pour une approche mixte, donc c'est-à-dire que ce soit l'approche qualitative ou quantitative, donc ces approches ne s'opposent pas, au contraire. Donc, vous pouvez utiliser ces deux approches pour compléter ou pour mieux comprendre ou pour cerner plusieurs dimensions de votre objet d'étude. Et nous avons vu la recherche scientifique et ses fonctions. La recherche scientifique est par définition un processus dynamique et rigoureux. Donc, ça répond à un certain critère et une certaine démarche. Donc, ces fonctions, c'est pour décrire, expliquer, prédire ou faire une remise en question des résultats des recherches qui existent sur votre champ d'études. Et nous avons vu les étapes de la recherche scientifique et ses différents et les postures du chercheur. Donc, au niveau des étapes 1 à 3, donc c'est-à-dire la question des dépôts, l'exploration, la construction de la problématique de votre recherche, et les chercheurs adoptent ce qu'on appelle une posture de rupture, c'est-à-dire comment prendre en considération des éléments issus du contexte socioculturel, académique ou de l'empirisme, c'est-à-dire des connaissances ou des savoirs spontanés, donc qui ont été produits au fil du temps à l'aide d'expériences pour transformer tous ces éléments, toutes ces connaissances dans une démarche scientifique rigoureuse. Et aussi, nous avons vu la phase de construction, donc c'est d'abord opter pour l'élaboration de votre cadre de référence, donc qui est important de la problématique de votre recherche et aussi des éléments comme le cadre théorique ou le cadre conceptuel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas choisir un cadre théorique pour choisir. Donc, il faut que les théories mobilisées dans le cadre de votre étude apportent, c'est ce qu'on appelle une plus-value pour les chercheurs et les lecteurs pour de comprendre beaucoup mieux votre travail. Et nous avons vu l'étape des méthodologies pour de l'observation, l'étape d'analyse et des présentations et d'interprétation des résultats et comment conclure. Donc, nous allons voir tout ça au prochain
au prochain module portant sur la construction de la problématique, la construction d'un cadre empirique et méthodologique, etc. Donc, merci pour votre attention. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions d'ordre général sur la séance d'aujourd'hui ou si vous avez des commentaires, donc c'est le moment de les faire. Merci tout le monde. Merci, M. Odile. Vraiment, c'est un exposé très brillant. Je vous remercie pour ça. Mais j'ai une dernière question au niveau du cadre de référence théorique et le cadre de référence conceptuel. J'ai toujours des problèmes à ce niveau. Parce que vous avez parlé ici de carte provisoire au niveau du cadre de référence théorique. Vous avez cité Paye et Micheli. Je ne sais pas quelle est la différence qu'on peut faire entre les deux là, cadre théorique de référence et cadre de référence conceptuel. Et sur les deux niveaux, comment faire cette carte provisoire, conceptuelle? On parle de carte théorique ou de carte conceptuelle? OK, et merci. Donc, il faut dire que nous allons approfondir ces deux éléments lors de la prochaine séance parce que ce sont des éléments importants pour construire la problématique de votre recherche. Nous allons voir en long et en large. Donc, et c'est quoi une théorie, l'importance des théories et des concepts en recherche et aussi comment opter soit pour un cadre méthodologique ou non, pardon, soit comment opter soit pour un cadre théorique ou conceptuel. Donc, en bref, le cadre théorique, donc, c'est comment mobiliser un ensemble de théories disponibles sur votre sujet pour construire votre objet de recherche, c'est-à-dire le thème. Et le cadre conceptuel, on va parler de ce qu'on appelle une trame conceptuelle, c'est-à-dire comment, à travers les différentes théories que vous avez mobilisées, vous avez eu la chance d'identifier des concepts clés et ainsi que leur opérationnalisation, non seulement des opérationnalisations théoriques, c'est-à-dire leur définition comme telle, et aussi des définitions opérationnelles, donc c'est-à-dire non seulement identifier les concepts et leurs dimensions, vous allez identifier aussi des indicateurs, donc c'est ce qu'on appelle des variables, donc c'est à ce niveau donc vous allez formuler ce qu'on appelle l'hypothèse des terrains. Donc il y a l'hypothèse théorique, donc qui est formulée dans le langage des concepts et des théories, et il y a les hypothèses des terrains, donc ce sont celles qui sont formulées dans le langage des variables. Nous, on va voir tout ça dans les prochains modules. OK, merci beaucoup. D'accord. Vraiment, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, vous pouvez faire soit dans les chats ou exprimez-vous. Écoutez.